Ladies and leaders, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser le premier entretien des aigles. Ce format un peu particulier vous permettra de découvrir d'autres approches tout aussi compétitives que celles que nous abordons ensemble. Oui, parce que je suis entouré d'un certain nombre de partenaires qui eux aussi ont compris ce qui est en train de se passer au niveau de notre continent, le continent européen, et qui œuvrent à faire que les Européens, les leaders, les entrepreneurs, les investisseurs puissent bénéficier des possibilités qu'offre cette Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas que la Commission européenne, ce n'est pas que les rivalités autour des lois, ce n'est pas que la PAC, ce n'est pas que l'euro, non. Non, l'Europe, c'est une conception des choses, une volonté de plusieurs peuples à éviter les conflits et à collaborer. Il y a ce que font les dirigeants politiques et administratifs, et il y a ce que font les gens ordinaires, les gens du quotidien, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent, ceux qui innovent, ceux qui recrutent. Donc, il y a les leaders, il y a les technocrates et il y a les leaders. L'entretien des aigles vise à aborder les différents biais, les différents leviers offerts à ces personnes, à ces leaders, à ces ladies et ces leaders sur la scène européenne, sur le marché européen, dans les réseaux européens. Aujourd'hui, nous allons discuter notamment des relations entre la France et l'Italie, entre cette ingéniosité qui est somme toute très française et cet art de vivre intuitif, orienté business que l'on retrouve en Italie. Et nous allons nous intéresser à ces rapprochements et ces partenariats particuliers qui s'opèrent depuis maintenant à peu près un an. Voilà, donc chers amis, ladies et leaders, pour ce premier entretien des aigles, je voudrais vous présenter Fabrizio della Spaganini, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé. Nous sommes assez complémentaires car j'opère principalement sur tout ce qui a trait aux tactiques en matière de négociation offensive, en matière d'analyse des marchés, des stratégies compétitives. Et je travaille beaucoup en relation avec des personnes beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus en contact, ce qu'on appelle des relationship managers. Fabrizio fait partie de ces relationship managers. Fabrizio, je te propose de te présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Olivier de me donner la parole aujourd'hui sur ce podcast. Donc, je suis Fabrizio de la Spaganini, je suis entrepreneur du vivant. Je suis franco-italien, donc de père français et de mère italienne, Aristo. Un duo plein d'harmonie et de chaos à la fois. Je vais essayer de vous l'expliquer. Côté italien qui est, on va dire, qui est mélange de passion et de goût pour la vie et pour le beau. Un côté très musicien, artiste que j'ai, qui est issu de la branche maternelle. Et un côté paternel, voilà, beaucoup plus dans tout ce qui est tradition militaire équestre, voilà, la discipline sportive, le dépassement de soi. Donc, je suis aujourd'hui entrepreneur par conviction. Je pense qu'on est dans un moment où on a besoin d'unir les cultures, de les rapprocher, d'avoir beaucoup de bienveillance, de tolérance et de faire vivre eh bien, la richesse de toutes ces cultures. Et j'en suis, entre guillemets, sans aucune arrogance, la preuve qu'on peut faire cohabiter deux cultures dans une culture, voire plusieurs cultures dans une, et de faire valoir les deux et de réussir à trouver des compromis et à faire avancer voilà, les nations vers un monde meilleur avec beaucoup plus de tolérance et de volonté aussi de se dépasser. C'est pour ça que je suis entrepreneur. J'ai besoin de me dépasser tous les jours, d'atteindre des objectifs nouveaux et puis de faire vivre, entre guillemets, cette grandeur du passé de mes familles, mais sous un autre jour, accompagner le changement, accompagner les jeunes leaders aussi à se développer. Voilà, j'aime beaucoup faire de l'accompagnement, entre guillemets, du coaching auprès d'autres entrepreneurs qui cherchent à développer des solutions sur des marchés. C'est ce qui me passionne, voilà, avec bien sûr le monde agricole qui est quand même un peu la pierre angulaire de tout ça. Cultiver la terre, faire vivre les agriculteurs et les consommateurs autour de projets en commun, voilà, rapprocher entre guillemets les différents acteurs. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui, Olivier, d'être avec toi, voilà, pour parler entre guillemets de ces relations franco-italiennes, notamment dans le monde agricole, mais pas que. Super. Bah, écoute, parfait, c'est une belle présentation.
justement, on va entamer sur la relation franco-italienne, le but étant très clairement d'aider les gens à mieux se comprendre. Alors, pour qu'on suive un plan un peu structuré et que nos auditeurs s'y retrouvent aussi dans tout ça, je propose que nous commencions à parler d'un point de vue un peu plus macro et ensuite on descendra un peu plus sur la dimension humaine avant d'aller enfin sur tout ce qui est possibilités économiques, opportunités offertes et puis de conclure par un petit peu de philosophie, d'art de vivre, de lifestyle, de dolce vita, si on reprend certaines expressions italiennes. Donc la situation macro de la relation france-italienne, c'est une relation qui est longue, qui date qui a une très longue date, tant militaire qu'économique et artistique. Quel est ton point de vue sur le sujet et comment l'aperçois-tu, toi qui es issu des deux cultures, justement? Ouais. Merci pour cette première question. Je pense que bon, faut quand même avoir la mémoire du passé, hein. Il y a eu des hauts et des bas au cours de l'histoire franco-italienne. Alors, je vais pas repasser en vue tous les temps historiques, hein. On peut prendre juste le temps de l'unification italienne, ce qu'on appelle le Risorgimento, 1861, avec Cavour, Garibaldi et l'appui napoléonien. Il y a quand même eu des sujets de conquête de territoire, notamment toute l'Italie du Sud. Vous savez, il y avait une royauté comme en France, en Italie, et donc il y avait des querelles de pouvoir, notamment le roi au nord de l'Italie qui voulait absolument unifier l'Italie, et donc qui, pour ce faire, a eu l'appui de Napoléon et a engendré alors, je ne sais pas si on peut parler de génocide, mais en tout cas, au sud de l'Italie, il y a quand même des populations qui ont été fortement touchées par cette unification. Forcément, l'histoire a démontré qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts aussi, donc si on prend juste la Renaissance italienne, tout l'apport en fait artistique italien au sein des cours, des grandes familles françaises. Je pense juste à Leonardo da Vinci avec Henri IV, voilà, des exemples comme ça, mais il y en a plein, hein. L'idée n'est pas là de faire un cours d'histoire, mais voilà, il faut avoir la mémoire du passé. Maintenant, je pense que la France a tiré une grande partie de sa grandeur liée à ces sujets. Alors, on parlait de la Renaissance sur l'ingéniosité italienne, des grands artistes, mais aussi d'un point de vue industriel. Les Italiens ont toujours été des grands chefs d'industrie. Alors, dans le monde automobile, mais pas que. Je pense à Agnelli, je pense aussi aujourd'hui à ce qu'on voit apparaître, mais on en parlera plus tard, aux grands directeurs artistiques dans les grandes maisons de luxe françaises, Dior, Chanel et compagnie. Donc il y a vraiment un vrai rapprochement, entre guillemets, sur les relations économiques et artistiques. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire du business en même temps que de l'art et essayer de tirer profit de cette grandeur du passé que ces deux nations ont et qu'il faut maintenant, j'ai envie de dire, revisiter. D'accord, donc oui, effectivement, une très longue tradition avec des hauts et des bas. Mais si on était un peu plus contemporain, de ton point de vue, que penses-tu de la relation actuelle entre la République française et la République italienne? Ouais. Alors je vais pas remonter aux arcs de triomphe romains, voilà, là, je compte. On va, en termes pour être contemporain, je parlerai surtout du Trattato del Quirinale, no? Qui est le traité du Quirinale, signé à Rome en novembre 2021 entre le président Mattarella et le président Macron, un accord bilatéral économique qui a eu pour objet de renforcer la collaboration. Alors, c'est pas que de la diplomatie, c'est vraiment des enjeux commerciaux forts en fait, hein. Alors, je pourrais vous parler du monde agricole, de l'import-export, de la balance commerciale italienne. Il y a, il y a beaucoup de trading en fait important sur le monde agricole, mais aussi dans l'armement militaire, dans les industries hein, de pointe hein, que font ces deux nations. Et derrière, je pense qu'il y a il y a un vrai sujet autour du luxe, mais j'entends le luxe comme volonté de faire briller la qualité des produits. Voilà. C'est-à-dire que la France et l'Italie sont des nations en fait de produits gourmets. On prend l'image de l'Italie et la France en termes de grands chefs. Hein. On prend les grands chefs étoilés Michelin. Il y a beaucoup de grands chefs, par exemple italiens, qui travaillent dans les grands hôtels parisiens et donc qui embellissent la culture italienne gastronomique en la francisant, je ne sais pas si ce terme existe, mais en tout cas on peut l'utiliser. Et culturellement parlant, non mais ça c'est
faire rigoler, les dernières élections législatives font que le Parlement français ressemble à un Parlement italien. Il y a eu d'ailleurs au Palazzo Farnese, l'ambassade de France à Rome, le premier prix artistique pour montrer que l'Italie et la France aussi travaillent sur ces sujets artistiques. Donc un premier prix artistique remis par la France au Palazzo Farnese à Roberto Benigni, qui est un peu une iconographie, une image en fait de l'excellence italienne. Donc voilà, pour revenir sur ta question, je pense que la longue tradition amène en fait aujourd'hui à avoir cette volonté d'avancer ensemble main dans la main, à condition et c'est là où j'insisterai, de ne pas empiéter sur le terrain de l'autre. Et c'est là où il faut faire attention à la susceptibilité, à la sensibilité, à l'émotivité italienne, latine. Alors, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a là aussi une volonté de pouvoir ne pas créer une seule et même culture, mais bien de pouvoir utiliser les forces de chacune des nations pour valoriser simplement les prochaines séances en termes de travail en commun. Le dernier exemple que j'aurais pu te citer aussi, c'est les partenariats entre des grandes entreprises comme Stellantis sur la fusion entre le groupe PSA et Fiat, même le rachat de Bulgari aussi par, si je ne dis pas de bêtises, LVMH, Fendi ou Loro Piana, voilà ce type d'exemple. Mais on y reviendra. D'accord, donc effectivement, un grand dynamisme encore aujourd'hui, soutenu à la fois par la partie politique, la partie créative et artistique, mais aussi par la partie économique. Alors justement, à taille humaine, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux Français et aux Italiens? Toi qui évolues dans les administrations, dans les réseaux, les passerelles, les ponts entre la France et l'Italie, quels sont les bruits de couloir que tu entends sur le terrain? Qu'est-ce que tu perçois comme intention et comme ambition dans la relation franco-italienne? Très intéressant, merci pour cette nouvelle question. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, ce sont on va dire les grandes messes, les grandes tables rondes entre franco-italiennes, par exemple, si on prend les bridges franco-italiens de la Chambre de commerce franco-italienne. Voilà, je suis souvent interviewé, notamment sur les questions de durabilité agricole, où j'interviens régulièrement sur le besoin d'éclaircissement, d'apporter de la clarté sur les actions, on va dire, une sorte de vision à 360 degrés des actions portées sur le milieu agricole français et italien en termes de stratégie d'investissement de marché, les tendances de fonds, de consommation, voilà, pour essayer de comprendre comment évoluent les deux tendances franco-italiennes, pour intensifier les relations économiques, bien sûr. Donc ça fait partie de ces bridges de la Chambre de commerce franco-italienne, qui organise aussi avec l'ambassade de France les cafés d'innovation, c'est très intéressant. Ils sont aussi là des besoins de partager des avis d'experts. Donc j'interviens comme expert sur toujours le volet soutenabilité alimentaire, durabilité des productions agricoles, toutes ces choses-là, mesures d'impact, de manière à générer une intelligence collective franco-italienne pour que ces projets émergent. Après, il y a une collaboration émerge. Après, il y a forcément les clubs, différents clubs existants. Alors, je peux en citer plusieurs, notamment le club Mezzogiorno à la Chambre de commerce franco-italienne. Il y a plein d'entrepreneurs qui prennent la parole et qui viennent présenter un peu leur point de vue sur plein de sujets d'actualité, notamment autour du plan de relance européen et italien. Je pense notamment au village du Crédit Agricole à Milan qui se positionne et qui ouvre un début d'opportunité pour donner la parole en fait à ces entrepreneurs et permettre de développer aussi des synergies avec le marché français. Donc là, il y a tout un prisme sur la due diligence de start-up au compte de fonds d'investissement qui est aussi très intéressant. Et puis, bien sûr, fin novembre 2021, la BPI France avec la Caisse des dépôts italienne ont créé un véhicule commun pour soutenir des projets de financement de start-up. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un gros besoin de sourcing, dans lequel j'interviens aussi, et de scouting pour bien développer en Italie et bien des entités aussi fortes que peuvent l'être les entités de la French Tech. Voilà. Mais on y reviendra après pour parler de l'Italian Tech. Et dernier mot, le club, l'European House Ambrosetti, basé à Milan, de mon ami Valerio De Molli, qui est directeur général de l'European House Ambrosetti, que je connais depuis maintenant 10 ans. J'étais intervenu à la Bocconi dans le cadre d'un programme, le Barilla Center for Food and Nutrition,
où j'étais intervenu sur tout ce qui était question de soutenabilité alimentaire, et qui est un centre, en fait, European House on Rosette, un centre d'influence assez puissant et qui favorise les interactions entre le secteur politique, la haute fonction publique et puis les cadres dirigeants des entreprises. D'accord, donc tout ça, ce sont effectivement les réseaux, les actions qui sont menées, les passerelles aussi sur lesquelles tu peux intervenir pour Absolument. faciliter, pour contrôler le risque et pour permettre une bonne relation productive et performante entre la France, l'Italie, les entrepreneurs français, les entrepreneurs italiens et pourquoi pas les joint ventures franco-italiennes. Absolument. Alors justement, parlons business et faisons quelques prévisions d'aigle. Lors des échanges préparatoires sur ce podcast, sur cet entretien, tu as posé sur la table l'idée d'un véhicule financier spécifique pour le développement. Tu as sommairement abordé l'Italian Tech. J'aimerais qu'on approfondisse un peu la chose et que tu donnes ta vision. C'est-à-dire quelles sont les opportunités qui peuvent être proposées pour surfer sur ce secteur pour le compte de la finance et des family office, françaises ou italiennes. Voilà. Comment verrais-tu les choses? Qu'est-ce que c'est que cette Italian Tech? Ouais. Merci encore une fois pour cette super question. Alors là, ça me passionne parce que forcément, c'est dans mon ADN en fait, d'entrepreneur, de vouloir créer des prismes, des relations à plusieurs niveaux. Donc, l'Italian Tech pour moi, c'est entre guillemets, forcément, vous l'aurez compris, hein, vous prenez la French Tech qui a été soutenue et financée aujourd'hui par des hedge funds américains comme Rise, Capital ou Quattro. Amène des sujets de souverainisme. Voilà. Et la French Tech, aujourd'hui, selon moi, pourrait être exportée en Italie et pourrait aujourd'hui aussi apporter une capitalisation sur les startups italiennes. Je m'explique. Il y a un vrai besoin aujourd'hui pour l'Italie de monter en compétence sur les sujets technologiques, notamment d'investissement. On est loin des sommes investies par la French Tech aujourd'hui et par les fonds associés à la French Tech et aux fonds associés à la BPI. Donc il y a un vrai besoin de structurer le marché en Italie et il y a un vrai besoin de faire appel à des personnes comme moi pour accompagner un peu la due diligence, l'audit de ces startups au fond de tous ces acteurs, de ces fonds, notamment à impact investing, green investing que je fréquente, et les grandes familles, les grands family office qui ont aussi un besoin d'expertise sur les sujets de durabilité sur lesquels je travaille. D'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien, je le sens, hein, il y a un besoin de structurer, je parlais de club tout à l'heure, il y a un besoin que je fréquente, il y a un besoin de comprendre comment créer un véhicule Italian Tech et créer en même temps cette vision de la tech italienne, parce qu'il y a une vision de la tech française. J'ai beaucoup d'amis comprennent Aircall, tout ce qui est CRM d'entreprise, téléphonie mobile, ou comprennent InSec dans le monde de la production de farine à base d'insectes. Il y a des grands entrepreneurs en France qui sont soutenus par des grands providers, on va dire, de tech et qui accompagnent en fait cet usage des technologies sur des marchés aussi forts comme peuvent être les États-Unis. L'Italie aujourd'hui doit trouver vraiment sa place. Quelle est la marque de l'Italian Tech italien aujourd'hui et comment se différencier de la French Tech, mais tout en associant une passerelle entre les deux. Voilà. D'accord, donc énormément de potentiel, notamment parce que personne ne le fait sur place. L'environnement italien ne permet certainement pas aussi, je veux dire, par sa pluralité d'assemblées, de structures, de régions beaucoup plus marquées qu'en France, qui est beaucoup plus verticalisée dans son mode de fonctionnement, n'a peut-être pas permis aujourd'hui de créer ce type de véhicule. Or, c'est vrai que le métier que tu as, le relationship que tu mets en place, le fait de connecter, d'identifier, d'être attentif aux bruits de couloir, mais aussi de sentir les talents. Je l'ai vu en direct. Tu sens les potentiels entre les personnes. Tu vas tisser ce lien pour stimuler, pour créer, pour que du business apparaisse. C'est une force en tant que relationship manager. Ça c'est ce qui doit permettre l'émergence potentielle d'une Italian Tech. Sous capitaux, pourquoi pas français et pas que. Européens, pensons Europe. C'est un atout que tu peux apporter, qui nécessite une structuration et qui nécessite des partenaires, si je comprends bien. La promesse, Absolument.
La promesse que j'aimerais proposer derrière, et tu me dis si ça te semble crédible avec cette activité que tu as, c'est non pas seulement d'avoir cette logique d'un véhicule copie conforme de la French Tech, mais au contraire de jouer sur cette passerelle européenne en se disant que le marché italien, c'est quand même 60 millions de personnes. J'arrondis, hein. Le marché français, c'est à peu près autant. Ce qui fait qu'en gérant les interactions marché entre les deux, en pensant la stratégie compétitive entre les deux, avec les connaissances cumulées par la French Tech et la connaissance que tu as du monde italien, on peut attaquer des investissements non plus pour 60 millions de clients potentiels, mais 120 millions, ce qui représente un bon quart, on va dire, Absolument. de la masse humaine européenne. On est bien d'accord, hein? Absolument. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a pas mal de synergies et je pense que culturellement parlant, euh, les Français et les Italiens ont en fait, ont cette vision d'incarner, et ça, je ne sais pas si le terme incarner est le bon, mais en tout cas de se projeter ensemble dans un avenir commun. Ça, c'est très important, d'incarner cette européanité. Je m'explique. Je ne dis pas que demain, il faudra mettre en place un passeport numérique européen ou un service militaire européen et donc unir les forces franco-italiennes et européennes ensemble, mais en tout cas incarner cette européanité de la technologie qui, selon moi, manque aujourd'hui. Donc il faudrait que les Français et les Italiens, le premier couple européen, historiquement parlant, en termes on l'a évoqué dans l'art, dans toutes ces choses-là, puissent aussi incarner une technologie, une vraie volonté d'incarner un renouveau par cette technologie, alors éducative, je pense, hein, qui vient à manquer aujourd'hui en France et en Italie. On est des très bons concepteurs d'innovation, mais on est des très mauvais vendeurs voilà, de produits et de services, d'où l'intérêt pour les Américains pour nos marchés. Donc, selon moi, on pourrait prendre un exemple, un axe de puissance à mettre en place ensemble, c'est le volet agricole, tout ce qui est durabilité des modèles agricoles. Je ne sais pas si les investissements durables aujourd'hui sont une priorité pour cet axe de développement. Mais moi, ce que je dirais, c'est que les Italiens ont une vraie vision très saine de comment le Made Green in Italy, qui est un label en fait lancé par le Ministère de l'Ambiente, le ministère de la Transition agroécologique, selon moi, pourrait permettre de créer une sorte de label de qualité pour l'Italian Tech, un label de qualité de valeur des produits italiens. Donc, pour donner un exemple de comment je vois cette collaboration dans la tech italienne, on pourrait parler du monde agricole et de tous les investissements durables. Les Italiens ont une vision très saine en fait, comme en témoigne la création récemment du label Made del Marchio Made Green in Italy, qui est un label témoignage de l'excellence italienne en utilisant ce volet de durabilité des produits, qui pour moi, ce label de qualité pourrait être transposé aussi au marché français. Donc là, ça pourrait être un point de distinction entre l'Italie Tech et la French Tech par le biais de ce label Made Green in Italy pour valoriser les produits et donner du poids à la notion d'impact. Et en parlant d'impact, comme tu le sais très justement Olivier, tu as toute la partie les critères ESG, tout ce qui est notation d'impact extra, enfin, tout ce qui est report extra-financier, taxonomie verte, je vais y arriver, entre guillemets, travailler sur la traçabilité des produits, en l'occurrence agroalimentaires, et donner aussi vie au rôle, et ça je pense qu'il y a un énorme travail, on parlait des 120 millions de personnes là autour des consommateurs citoyens. Donc de permettre une orientation des produits et coopération alimentaire en lien aussi avec les tendances de consommation, on va appeler ça comme ça. Donc on serait sur un véhicule financier spécifique qui permettrait de réaliser de la due diligence auprès d'entreprises de l'innovation du secteur agricole franco-italien, permettant de déplacer des capitaux et de saisir des opportunités, qui accompagnerait aussi pour structurer ce marché de 120 millions de personnes, on ne serait plus sur des marchés seulement locaux ou régionaux, mais vraiment sur une optique de 120 millions de personnes, et qui porterait également un label qui ne serait pas une distinction, tu disais distinction tout à l'heure, moi je dirais plutôt une jonction entre les visions et une garantie effectivement qualitative. C'est à peu près ça que tu aurais en tête en fait. Exactement. Quand je prenais bon, les Italiens sont très gastronomie et art de vivre, donc c'est là où je pense que le côté de Vita que tu attendais, les gens qui nous écoutent aussi attendent. Je pense qu'il y a une vraie capacité aujourd'hui à se servir de cet indicateur donc, que j'évoquais, le Made Green in Italy, ce label,
pour le transposer aussi, on va dire, au Made Green in France, quoi. Et c'est là où, selon moi, je pense qu'on pourrait utiliser le meilleur des deux nations. J'aime bien parler de nations plutôt que pays, parce que pour moi, on est plus que des pays. On prend la millénaire civilisation chrétienne italienne, on prend on va dire les grandes vagues industrielles, les grandes vagues, l'industrialisation de nos nations. Donc aujourd'hui, on a un besoin, je pense, d'unifier nos forces et de jouer dans la cour des gentlemen. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais aussi. On parlait de Dolce Vita, et il y a aussi cette notion de, alors, pas juste que de l'élégance italienne ou l'élégance à la française, hein, mais vraiment de créer un état d'esprit des gentlemen, aujourd'hui européens, franco-italiens, parce que, dans un premier temps franco-italien, parce que je pense qu'aujourd'hui, formulation que j'aime bien, no trust, no business. Alors, on signe des gentleman agreements, ça me fait souvent rire, mais souvent derrière, il n'y a pas forcément des gentlemen. Et donc, l'éducation, selon moi, il y a une éducation financière, à avoir une éducation de la diplomatie d'affaires, une éducation gastronomique, sportive, bref, pour être complet, un jeune leader doit avoir toutes ces facettes. Mais je pense que former les nouvelles générations de franco-italiens dans ces clubs dédiés, dans ces familles office, dans ces points impact et créer vraiment un état d'esprit de gentleman pourrait vraiment, et là vraiment j'insiste, nous distinguer dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années du reste du monde, dans le sens que la culture du dandyisme, je ne sais pas si ce mot existe, mais voilà, vous m'avez compris, les dandys, dans le monde du business, on peut avoir des... Voilà, on ne va pas faire de travailler sur le féminisme ou sur le machisme, ces choses-là, mais je pense que gentleman ou gentlewoman, ça peut aussi bien sûr être de mise. Je pense qu'on a besoin d'unir les forces et vraiment former ces nouvelles générations à ce culte du beau, ce culte du respect, de la tolérance que j'évoquais un peu en début de séance ici, pour faire vivre, faire valoir eh bien nos qualités, tout simplement que nous portons en nous. Et je pense que trop souvent on est face à des gens qui manquent profondément de valeur aujourd'hui dans le business. Et ça, malheureusement, ça crée beaucoup de frustration, je pense. Et on a besoin de personnes ouvertes, des personnes bienveillantes. Je pense que le business appartient aussi aux gens bienveillants. Parce qu'on voit bien, hein, le Covid ou même la guerre en Ukraine amène à beaucoup de relocalisation industrielle, des questions sur le prix des matières premières, tout ce qui va avec aussi le fait de rapprocher, on a vu avec le Covid, le monde de la ville, des villes et le monde de la campagne, les ceintures alimentaires, créer une proximité entre le monde agricole et le monde urbain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut avoir une conscience bien sûr environnementale, mais aussi une conscience du respect des autres. Et je terminerai là-dessus parce que selon moi, ce rôle de gentleman, de relationship manager que j'espère porter du mieux que je peux aujourd'hui, va permettre aussi de dire que voilà, on peut travailler ensemble, on peut avoir cette finesse d'esprit parce que c'est très important. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle Culture Map, de comment travailler avec des cultures qui ne sont pas les nôtres. Comment comprendre l'état d'esprit d'un Italien, comment comprendre l'état d'esprit d'un Français à l'heure de faire du business. Et c'est là où je pourrais permettre, avec beaucoup d'humilité, à ces axes, à ces nouveaux axes qu'on vient d'évoquer, de travailler et d'œuvrer ensemble. Oui, c'est vraiment une approche complète. Quand tu parles de relationship management, en fait, derrière, tu mets une certaine philosophie. J'aimerais apporter un complément d'information aussi là-dessus, parce que j'adhère profondément à ces convictions, cette analyse, cette sensibilité que tu portes. Elle est, pour moi, la représentation d'un lifestyle de businessman, effectivement, plutôt de tendance latine, continentale et latine, par opposition à ce qui est atlantiste, c'est-à-dire ce qui est anglo-saxon et ce qui est américain. Ceci étant, nos autres partenaires atlantistes ont quand même pour eux d'être particulièrement pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils développent un sens des affaires et de la production, une détection de l'opportunité qui malheureusement fait peut-être un peu défaut si tu prends France et Italie isolées. C'est-à-dire que les Français vont avoir cette démarche culturelle de toujours se focaliser sur le produit. On va faire le meilleur produit, on va passer du temps là-dessus, on va investir plein d'argent, et puis on arrive au moment où il n'y a pas de marché. Voilà. C'est bête, hein. C'est bien dommage. A contrario,
quand on approche l'univers italien, il y a énormément d'opportunités. L'Italie entretient de très bonnes relations d'affaires avec tout le pourtour méditerranéen, alors que la France, qui a aussi un contact avec la Méditerranée, n'est pas forcément aussi bien accueillie. L'Italie a cette capacité à détecter les opportunités, à fédérer. Il y a cette façon d'être, cette façon de vivre dont tu reparleras, puisque tu m'avais donné l'expression spécifique à ce mindset. Cependant, l'Italie n'a pas forcément cette capacité, en général, à se projeter sur la création d'un produit super innovant. Parce que finalement, chacun est peut-être un peu isolé, chacun est peut-être un peu en concurrence. Donc il y a le pragmatisme dans les affaires, mais pas nécessairement dans la conception. Et si on combine les deux visions, les deux approches, qui sont à la fois des gens qui sont très focalisés sur le produit, comme les Français, avec des gens qui sont très focalisés sur le business, là on crée effectivement un potentiel rival à la puissance atlantiste, à savoir le Commonwealth des Anglais et la puissance américaine tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je pense que là, tu évoques un point qui m'est cher aussi, c'est les relations, on va dire, entre un modèle latin du business, les us et coutumes, comment on fait du business à l'italienne, l'importance, alors il y a deux niveaux, hein. Il y a les besoins d'être bienveillant, le culte du questionnement, de comment va la famille. Il y a vraiment une sorte d'unité italienne, de fraternité entre le business et l'italienne, où tu sens la notion de famille très important. Les codes vestimentaires, bien sûr, sont très importants. L'élégance, en fait que on a tendance à regarder quelqu'un qui a cette élégance naturelle ou travaillée. Voilà, le côté latin, on va dire, des us et coutumes de faire du business. Du côté très aussi spontané, c'est-à-dire qu'un Italien qui fait confiance, avec qui a un bon ressenti sur toi, va rapidement passer aux choses sérieuses, ce qui est un peu moins le cas avec la culture française, où on va être plus dans l'observation, il y a des rames d'observation, il va y avoir peut-être moins de sensibilité, de subtilité à aller chercher ses émotions, voilà, à vibrer sur les émotions pour signer des deals. Mais voilà. Mais je pense qu'on peut pas, je pense entre guillemets, opposer totalement nos cultures européennes et latines aux cultures que tu évoquais, Atlantique. Je pense et anglophone. Je pense qu'il y a il y avait une collaboration à trouver. Je pense qu'il faut tirer profit, il faut exporter cet art de vivre du business. Voilà. J'aime bien cette formulation, exporter notre art de vivre du business qui nous est envié par le monde entier. Je peux te dire aujourd'hui, je suis à Rome. Quand tu parles avec les Américains ici, quand ils commencent à te parler de l'Italia, mais le marque italien, mais on ne s'en rend même plus compte. C'est-à-dire que là, je te prends les Italiens, les Américains, mais ça peut être d'autres contrées, et même les Argentins, où les gens aiment l'Italie. En fait, ils aiment les Italiens, ils aiment l'Italie, ils aiment ce qu'il y a derrière, et de même pour la France. Ce que je veux dire par là, il y a vraiment cette reconnaissance du luxe, du beau, de la qualité. Et je pense que là, le rapport, enfin, ce que j'évoque sur l'exportation du business, de l'art de vivre, du business, que l'on pourrait construire, on est déjà en train de construire entre franco-italiens, pourrait être véritablement un signe distinctif dans la technologie et dans les autres marchés. Voilà. Eh bien, c'est parfait. J'aime cette vision, effectivement, de l'export d'un autre mode de vie, d'une autre approche beaucoup plus latine, beaucoup plus orientée vers tout ce qui a trait à la créativité, tout ce qui a trait, effectivement, à des usages un petit peu différents. Des usages, comme tu dis, plus famille également. Car c'est peut-être ce qui manque, c'est-à-dire réhumaniser les affaires. Comprendre que il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur la consommation, sur le prestige et toute la mythologie anglo-saxonne existante autour du self-made man et tout ça, mais comprendre aussi que derrière il y a des choses beaucoup plus terriennes, beaucoup plus humaines, beaucoup plus ancrées dans une permanence, dans une durabilité. J'aime bien cette vision. Tu veux dire quelque chose pour finir? Ben, je voulais surtout remercier les gens qui nous écoutent maintenant depuis, je sais pas, peut-être 30, 40 minutes. Pour ceux qui ont pris le temps d'écouter, et c'est toujours très plaisant de pouvoir m'exprimer
de la sorte. Merci beaucoup Olivier de m'avoir donné cette opportunité. Et je pense que voilà, l'idée c'est de pouvoir faire vivre ces temps d'attention et de concentration. Voilà, j'aimerais juste terminer là-dessus sur deux choses. Là, j'ai passé les 30-40 minutes avec toi, mais j'étais vraiment avec toi. Tu vois, mon attention était à 100% dédiée à la cause, on va dire, à ce podcast. Et on a besoin de ces moments, je pense, d'introspection sur les choses importantes. Et souvent, dans nos rythmes de vie métro-boulot-dodo, on a tendance à oublier de prendre le temps de vivre. Et il y a un dicton italien, romain, latin, memento mori. Alors, ne voyez pas en là quelque chose de triste et de pessimiste, ça veut dire la traduction littérale. Souviens-toi que tu vas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu carpe diem. Souviens-toi qu'il faut profiter de l'instant présent. Souviens-toi qu'il faut se donner à 1000% aujourd'hui dans ce moment de vie, car demain, nous ne connaissons pas le lendemain. Et c'est ce que disaient les généraux romains. Ils avaient toujours quelqu'un à leur côté qui rappelait, lorsqu'ils gagnaient des batailles ou lorsqu'ils en perdaient, il y avait une petite voix qui leur répétait « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir, donc profite de l'instant présent. Fais les choses aujourd'hui, développe le meilleur de toi-même aujourd'hui, fais vivre ta personne, sois toi-même, ose entreprendre, ose faire vivre les causes nobles qui te tiennent à cœur et ose aussi échanger avec les gens, à partager, parce que la richesse finalement c'est l'économie de la connaissance et d'aller chercher comme on vient de le faire. Olivier, ce podcast n'aurait pas été possible si tu n'avais pas eu ces questions orientées. Tu vois, c'est vraiment un échange et c'est là où on crée de la valeur ensemble. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Merci à toi de t'être livré aussi comme tu l'as fait. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde et que ta personnalité inspirante en inspirera beaucoup.